Télé Antilles, dans cette émission, les invités de Mike. Mesdames, messieurs, on signe par la même occasion notre rentrée, notre grande rentrée. Une émission que réalise pour nous aujourd'hui donc Peggy Ladéon, que nous remercions par la même occasion. On remercie Jean-François Saint-Louis pour la mise en image et Daniel Bourguila, notre directrice des programmes. Nous sommes quasiment à la même période avec le président de la collectivité territoriale de la Martinique, donc monsieur Serge Etchimi, président, bonjour. Bonjour. Alors, c'est bien, donc j'ai l'impression qu'on se donne rendez-vous tous les ans, quasiment à la même heure, pour peut-être parler un petit peu donc, de ce que la CTM va devoir déployer, mettre en œuvre pour cette grande rentrée. Puisqu'on parle de rentrée, comment se passe cette rentrée à Martinique ? D'abord, merci pour cette invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens ici pour répondre aux questions et en même temps pour informer la population martiniquaise plus spécifiquement, mais au-delà, ceux qui et celles qui écoutent. Là, si on parle de rentrée, ça se passe relativement bien chez nous. Ouais. Pour quelle raison ? Parce que on n'a pas eu de grosses perturbations sur la question des travaux, parce que c'est pour nous essentiel, comme Césaire disait, c'est la rentrée scolaire, la rentrée des pluies, c'est en août-septembre, quoi. Il faut réussir la rentrée scolaire. Et pour une collectivité, c'est surtout permettre que les élèves et les enseignants travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on a eu une cyberattaque. Et j'avais très peur parce que il faut payer les entreprises. On a beaucoup de retard du fait même des circuits de paiement qui sont compliqués. Et ça s'est aggravé avec les cyberattaques. Les cyberattaques, ça veut dire que tous nos systèmes informatiques sont pris en main par des délinquants. Et nous en sortons lentement, mais là, on a quand même pu réagir et permettre que ces travaux puissent continuer dans les écoles. Donc ça se passe bien globalement. Voilà, donc la cyberattaque, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui sur Télé Antilles, donc c'est le système informatique donc de la CTM. Mais alors, c'est vous qui avez été visé principalement ou il y a plusieurs institutions en Martinique ? Non, c'est la CTM, c'est la collectivité. Vous ne savez pas d'où ça vient, on connaît le nom à peu près des attaquants. Ouais. Et heureusement, on a un soutien assez exceptionnel localement. Et puis de l'État. L'État a dépêché une structure spécialisée, ce qui nous a permis, petit à petit, au bout de 6 mois, parce que la cyberattaque, ça date déjà de 4 mois, on a encore 2 mois de conséquences, pour récupérer nos données, sauvegarder nos données et surtout les sécuriser complètement. Parce qu'ils rentrent dans le système et vous ne pouvez plus rien faire, même pour téléphoner, même pour en fiche de paye, en salarié, c'est à la main qu'on fait. Donc depuis 4 mois, on travaille à la main. Ouais. On écrit tout. Donc ça ralentit le système. Vous imaginez, lorsque vous faites 4000 à 4500 mandats par mois, et vous faites 4500 mandats par mois à la main, signés à la main, c'est beaucoup plus lent. Mais bon, on s'en sort quand même bien, même s'il y a des dégâts, parce que les entreprises ne sont pas régulièrement payées, correctement payées. Ça, je le regrette, je ne peux pas faire autrement, mais on se débrouille avec... Donc, il y a des délais dans les paiements, sauf pour le personnel ? Le personnel a été priorisé, c'est un petit peu normal. Mais comme dans toute collectivité ? Les familles qui vivent du RSA, souvent, l'APA, la PCH, c'est-à-dire les personnes handicapées ou les personnes âgées, nous avons réussi plus ou moins... très difficilement à payer avec quelquefois 15 jours de retard, 3 semaines de retard. Mais bon, les salaires quand même ont été payés relativement bien. C'est surtout les paiements des entreprises qui m'inquiétaient énormément. Et comme c'est une collectivité unique, donc tout dépend de la collectivité territoriale de Martinique. Si on ne paye pas, ne serait-ce qu'un minimum, les entreprises peuvent chuter. Donc nous dialoguons le plus possible avec les entreprises pour éviter les ruptures. Alors, Président, puisqu'on parle de cette cyberattaque, ça veut dire que c'est peut-être des dépenses que vous n'avez pas forcément prévues dans votre budget de fonctionnement. Donc, le service informatique, il va y avoir donc plus de budget. Donc, vous allez être plus vigilant à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. Ça veut dire plusieurs choses. Vraiment, on n'était pas très protégés. Ouais. C'est une réalité. Donc, on tire des leçons de ça. Sans faire des critiques. Ouais. On était assez ouverts. Donc, c'était assez facile de pénétrer dans le système. On n'a pas eu le temps, depuis notre arrivée, de fermer tout le système complètement. Donc, bien sûr, on tire les leçons pour sécuriser au mieux. La deuxième chose, c'est que vous avez une conséquence grave, c'est votre compte administratif de l'année précédente. Vous ne pouvez pas sortir votre compte administratif. Donc, nous sommes en panne de sortie de compte administratif. Donc, on n'a pas de document qui puisse attester de ce que nous avons réalisé en recettes et en dépenses.
Et au cours de l'année 2022, donc ça, on s'entend avec l'État pour reporter notre compte administratif, mais les dépenses exceptionnelles que nous avons eues, on les a assumées. Je ne suis pas allé pleurer pour qui que ce soit, y compris l'État, pour demander à ce qu'on m'aide financièrement. Je ne suis pas à ce stade. Donc, on s'en est sorti grâce à des services informatiques chez nous qui sont tout à fait remarquables. Des salariés, il y en a 4500 à l'intérieur et 1500 dans les antennes. Ça fait 6000 salariés. Ils ont été remarquables, ils ont bien compris. On a eu quelques petites tensions, notamment sur les personnes handicapées qui n'étaient pas payées à temps. Mais bon, on s'en sort quand même avec honneur et la tête haute. Très bien, donc voilà, pour parler donc de cette cyberattaque dont vous avez été victime, ça s'est passé sous quelle période? 4-5 mois? Depuis début mai, avril-mai, fin avril-mai, et jusqu'à maintenant. On en a encore pour 3 mois. Aujourd'hui, totalement sous contrôle. On essaye. Ouais. On utilise cette tirou dans ce stade-là, il faut que tomber, quoi. Donc, on tient, mais on pleure pas. Ah, question que je pose, Président, puisque vous avez été donc un homme influent donc à l'Assemblée nationale. Donc, ce sont des choses à l'Assemblée nationale dont on vous parle. Cette sécurité, donc cette cyberinformatique, ces attaques qui arrivent de toutes parts, d'Europe de l'Est, de la Pologne, des États-Unis, et puis des fois ça peut être même chez nous, en Martinique, pourquoi pas? On peut pas dire d'où ça vient, pour l'instant on ne sait pas qui. On a simplement le nom, je ne peux pas donner ici, des attaquants, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, des attaquants, on est défenseurs, on se défend. Oui, mais bon, on est dans un autre monde, on n'est pas en 1950, hein, donc, et tout est en informatique, en numérique, et aujourd'hui, c'est le chantage. Pour quelles raisons ils attaquent? C'est pour de l'argent. Hein. Ça se négocie à 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions d'euros. Hein. Bon, donc on n'a pas à négocier, puisque c'est interdit par la loi, et on a refusé de négocier, et on est rentré dans un process, parce que la prise en main du système, il dit, mon système dans la même main, si pas mal l'argent, on n'a pas qu'à faire border, tu vois, c'est ça le système. Hein. Donc, je pense honnêtement que la Martinique, comme l'ensemble des pays, on n'est pas les seuls. En fait, ce que nous dit l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité informatique, nous dit clairement c'est la plus grosse attaque cyber faite en France depuis une année que nous avons subie. Alors, pour quelle raison ils choisissent nous? I don't know, je ne sais pas. Bon, on se bat. Parce qu'on va où ça paye peut-être plus facilement. Alors, on sait, on le sait, on rigole, Président, mais on sait que les collectivités sont souvent attaquées, donc on parle donc de la CTM, mais pas que, souvent les hôpitaux. Alors, est-ce que notre système de santé en Martinique aujourd'hui est un système fiable? Je pense que le CHUM de Fort-de-France peut être attaqué. Le CHUM a eu une attaque, mais pas de la même ampleur. Hein, mais pas seulement nous, la Guadeloupe aussi a eu une petite attaque, pas de la même ampleur. Mais bon, on est tous victimes de ce qu'on appelle la voyoucratie numérique. Très bien. Alors, on va dire un petit mot, Président, donc, pour parler donc, de cette rentrée. On a parlé donc, des travaux qui ont eu lieu, puisque la CTM, vous avez donc en charge donc, on peut le dire, les attributions donc, de l'ex-région et du département. Ouais. Donc, vous avez donc, les écoles, toutes les collèges, les lycées. Donc, tout ça, c'est chez vous. Oui. C'est vous qui gérez donc, les travaux globalement sur... le petit État, le Martinique, tout s'est bien passé? Le petit État? Non, je dis bien parce que oui, ça se gère comme un État. Vous êtes, Non, mais je suis très content d'entendre l'expression. Mais à mon départ, à ce stade, oui, avant, vous avez le département qui s'occupait des collèges, etc. Et la collectivité régionale qui s'occupait des régions et des lycées. Donc tout ça, c'est nous. Bon, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est beaucoup de monde. Beaucoup d'élèves, et c'est en gros un budget consacré qui se trouvait au cours des 3 dernières années entre 22 millions d'euros et 29 millions d'euros. Pour les travaux exécutés. Oui, pour les travaux. D'accord. Ouais. Nous sommes déjà à 19-20 millions à cause de la cyberattaque. On a consommé moins là jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc on est à 19-20 millions d'euros de consommation. Mais ce qui est programmé au budget de 2023, c'est 53 millions d'euros. Donc on a pratiquement doublé la programmation dans les lycées pour répondre aux besoins. Parce que c'est lourd. L'État, encore une fois, il y a près de 20-30 ans de ça, a transféré les lycées aux collectivités, mais sans les moyens en adéquation par rapport au niveau de dégradation de ces lycées-là. C'est pour dire que sur les 67 lycées que nous avons, à peu près, il y a environ 7 à reconstruire pour raison de sécurité pure, notamment sismique.
c'est très important, ça fait frémir quand on entend ça, parce que si jamais un bâtiment tombait, m'a mis un examen demain, il ne pas y chercher comment il est tombé. Et puis, deuxième chose, c'est que vous avez 27 lycées ou collèges où il y a des réparations lourdes qui vont atteindre 500 millions d'euros. Donc, c'est tout le défi un peu de la relation avec l'État. Pour quelles raisons l'État n'a pas fait l'analyse au moment de transférer? Pour quelles raisons on n'a pas été suffisamment vigilant pour ne pas prendre des bâtiments totalement pourris et demander ce que l'argent soit mis en face des réalités techniquement. Donc, c'est ça le débat aujourd'hui. Toujours les problèmes de relations et sur le financement des gros travaux qui sont liés à la gestion, parce que nous avons la responsabilité des bâtiments, donc la responsabilité de la sécurité des enfants, mais aussi de ceux et celles qui travaillent dans ces établissements. Voilà, du personnel, bien évidemment. Mais alors, question que je vous pose, Président, quand on est à la tête d'une collectivité comme celle de la Martinique, on sait que vous avez votre budget, mais comme toute collectivité, on a des subventions qui sont en face, qu'il faut aller chercher. Oui, de toute façon, ce qui est évident dans le débat national, mais encore plus pour nous au niveau local, c'est que l'autonomie budgétaire n'existe pratiquement plus. Et tout ce qui pouvait consister en une autonomie budgétaire, c'est-à-dire vous décidez vous-même de votre fiscalité, ou vous n'avez pas. Donc vous dépendez de dotations. Et comme l'État, en plus, transforme beaucoup de choses en dotations, notamment sur les fiscalités d'entreprise, donc vous dépendez exclusivement de la bonne santé de l'État. Bon. Donc c'est toujours un dialogue extrêmement dépendant qui réduit la capacité de gestion d'une collectivité territoriale. Bon, jusqu'à présent, on réussit à gérer, puisqu'on n'est pas en déficit, on aura notre compte indicatif positif, mais avec une gymnastique assez incroyable. Pour aller chercher, c'est de l'ingénierie financière, ça s'appelle. Aller chercher des fonds, techniquement, c'est pas facile, avec des procédures qui sont de plus en plus compliquées, qui ralentissent complètement la mise en œuvre des opérations. C'est un travail à la fois très technique, mais aussi un travail politique, puisque vous êtes en face d'une population. Oui, le travail politique, vous connaissez le terrain, vous êtes un homme aujourd'hui aguerri, plein de compétences. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes en place, on le rappelle, 2 ans que vous êtes en place avec votre nouvelle assemblée. Ça se passe bien, donc aujourd'hui, on n'est plus à l'état du constat, on est à l'attaque. On a pris le bleu de chauffe. Vous savez, quand vous prenez une collectivité, on est élu en gros, globalement, pour 6 ans. En gros, vous avez environ 1 an, 2 ans pour remettre en scène l'ensemble de la structure, vérifier que le budget fonctionne bien, corriger les erreurs, et préparer techniquement les dossiers. Vous ne faites pas un bâtiment comme ça. Il faut des études, il faut un plan de financement, il faut des sondages de sol. Enfin, bref, tous ceux qui construisent connaissent ça. Donc, vous avez environ 1 an et demi à 2 ans de bonne préparation technique. Donc, je pense que là, on l'a réussi. On a réussi ça tout en faisant... La partie études. Je pense que tout le programme que nous avons, y compris restauration d'écoles, construction de bâtiments culturels, etc., des choses neuves, des routes économiques, et extension de ports, etc. Bon, on va prendre plein d'exemples. Je pense qu'on est vraiment très mûr et on a bien avancé. Maintenant, c'est en 2024 qu'il va falloir lancer les chantiers, puisque pendant 2 ans, on a fait une continuité d'action d'entretien courant de travaux publics, sur les routes, sur les ponts, si vous voulez. Et si vous voulez des bâtiments tout neufs, il faut les préparer. Donc ces 2 ans nous ont permis, malgré le déficit qu'on avait trouvé, déficit très important, de plus de 200 millions d'euros. Donc on est actuellement en train de résorber le déficit. On est déjà passé de 220 millions d'euros, 230 millions d'euros, à environ moins 60 millions d'euros. Donc il fallait faire ça aussi, parce que si on commence ce chantier ou pas à payer ses salariés, on y a un problème. D'accord. Pas à payer ces entreprises. Quand vous parlez, Président, de 500 millions d'euros de travaux pour les collèges et lycées à Martinique, c'est une programmation sur combien de temps? Sur plusieurs années, mais pas qu'il y fini. Bon. C'est sur plusieurs années, vous n'allez pas, en 4-5 ans, je ne veux pas faire 500 millions d'euros de travaux dans les lycées et collèges. Donc on prépare, ce qu'on fait, c'est les plus urgents. On sélectionne vraiment pour faire les plus urgents et on programme dans le temps. L'équipe qui une programmation qui est faite. L'équipe qui viendra après moi et prendra le relais pour poursuivre. Mais l'essentiel, c'est de faire ce qui est très urgent. Alors grosso modo, on peut compter une réhabilitation donc, de combien de structures par an, par budget on est sur les 67. Quand on voit le tableau qu'on présente très régulièrement, on est sur les 67 bâtiments. Sur les 67, il y a 67 chantiers et dans chaque chantier, il y a une petite axe sous-chantier. Bon. Donc, on est vraiment dans ça. Donc, on travaille partout, puisqu'on regarde partout. Il y a des urgences. Est-ce que c'est une petite urgence ou une grosse urgence
Mais sur la reconstruction même des lycées, on a commencé ou des collèges, on a commencé par le collège des Terre-Saint-Ville, qui allait s'effondrer sur les enfants. Alors, on a conforté techniquement et nous avons lancé la programmation de la reconstruction du collège des Terre-Saint-Ville à l'Ermitage. Ça, c'est le collège provisoire. On va reconstruire le collège. C'est un exemple que je donne. Ouais. Le lycée Schellcher, je l'avais commencé quand j'étais président de région. Et là, on l'a fini après qu'Alfred Marie-Jeanne ait poursuivi le chantier. Je l'ai terminé, je l'ai inauguré avec Pape Ndiaye notamment. Donc, on est vraiment sur... Moi, je pense qu'on pourrait construire environ 4 à peu près collèges ou lycées, 9. Et on aura certainement réhabilité beaucoup. Mais sur les réhabilitations lourdes, je pense qu'on pourrait être à 10-15 réhabilitations lourdes à mener pendant la mandature. D'accord, très bien. Alors, vous êtes sur Paris. Il y a un certain nombre de rendez-vous au programme dans votre agenda. On va en parler dans cette émission, si vous le voulez bien. Peut-être à commencer par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, M. Gérald Darmanin, que vous allez rencontrer. Que j'ai rencontré. Vous avez rencontré, donc on a parlé, bien évidemment, vous en tant que président de la collectivité, d'insécurité en Martinique, c'est le sujet criant. Alors, j'ai rencontré le ministre Vigier, le nouveau ministre de l'Outre-mer, il y a quelques jours, à Paris. Et puis j'ai rencontré M. Darmanin il y a très peu de temps. Et je vais commencer par un des sujets clés, qui est la violence. Ouais. Parce que M. Darmanin est à la fois ministre des Outre-mer, mais en même temps ministre de l'Intérieur. Bon. C'est un des sujets les plus graves aujourd'hui en Martinique. Je ne veux pas me parler au nom de la Guadeloupe et de la Guyane, mais la Martinique, c'est le sujet central. On vient d'assassiner un jeune homme de 3 balles dans le dos, de 1 balle dans la tête, au rond-point qui relie Ravine-Vilaine à la route de Redoute, pour ceux qui connaissent la Martinique, à 8h30 du matin, hier matin. Bon. Auparavant, on avait, à Bâle, on avait assassiné un postier, enfin, quelqu'un qui distribuait des documents pour prendre sa moto. J'ai vu une vidéo où, à Rivière-Salée, on a agressé un monsieur qui a essayé de se défendre avec un revolver, c'était filmé sur la tête. Il y a quelques jours, on a encore braqué une mère de famille avec son bébé sur le bras et on a mis un revolver sous la tempe de l'enfant pour que la dame donne la voiture. Bon. Donc c'est devenu inacceptable. Bon. Mais vraiment inacceptable. Je l'ai rappelé à Darmanin, je lui ai clairement dit que on a obtenu l'an dernier des brigades supplémentaires de gendarmes et de policiers avec le raid qui a été renforcé, ça suffit pas. Et qui sont venus mais qui sont repartis depuis. Oui, exactement. Une des brigades est repartie. Le raid a été renforcé. Et ça suffit pas, c'est la responsabilité de l'État. Parce qu'il y a le monde qui a dit « Ah ouais, mais ça c'est lui qui a fait ». Mais il faut bien comprendre pour quelle raison je mène ce combat sur la question de la responsabilité, de pouvoirs locaux de décider. C'est exactement ça. On n'a pas le pouvoir d'intervention. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Ce pouvoir, c'est l'État qui se l'est gardé. Oh, mais vous avez une collaboration avec la préfecture. Mais on est en collaboration. Et puis qui ça fait en collaboration? C'est en collaboration. Là, on a décidé, on a collaboré, il a décidé. Mais vous pouvez suggérer et la préfecture on ne fait que ça. Oui. On ne fait que ça. Suggérer. Quoi? Je suggère. Je suggère plus. Hein. J'exige. Et premièrement, je ne parle plus, je ne discute plus, je négocie. Et quelquefois, c'est dur. Bon. Et même, j'allais dire, avec virulence. Parce que faut pas donner le sentiment aux Martiniquais que les élus martiniquais peuvent tout gérer. C'est pas vrai. La Constitution et la République ne sont pas constituées comme ça. Il y a des pouvoirs qui dépendent de Paris, exclusivement. Oui. En matière de sécurité, qu'est-ce qui dépend notamment de nous? C'est l'insertion, c'est tout le volet social, familial. D'ailleurs, j'ai proposé à Gérald Darmanin de signer un contrat territorial de lutte contre la délinquance. Ce sera signé en octobre, puisqu'il sera en Martinique en octobre. Mais il y a plus grave que ça. C'est une passoire de drogue, de cocaïne. C'est une passoire de trafic d'armes entre les Amériques et l'Europe. Je répète, entre les Amériques. Notre position géostratégique entre les deux continents était utilisée lors de la colonisation pour faire tout ce qu'on voulait pour enrichir l'Empire. Le commerce triangulaire. Et bien là, le commerce triangulaire, là, il prend à nous. Ça se fait par des trafiquants beaucoup plus puissants que les États
avec les armes qui sont vendues à partir des États-Unis et à partir du Venezuela, compte tenu de l'instabilité politique, et la drogue qui sort d'Amérique du Sud et qui transite dans la mer des Caraïbes. Le trafic se fait en mer, avec une connexion très forte avec certains pays des Caraïbes. J'étais récemment à Trinidad dans une convention sur la sécurité avec la CARICOM. Eh bien, on a vu vraiment ensemble l'importance du trafic qui touche tous les pays de la Caraïbe, et plus particulièrement notre proximité avec Sainte-Lucie. Pas de radar, autant pas de radar, pas de surveillance en mer, pas de dispositif de négociation avec les États-Unis sur les ventes d'armes, pas de discussion avec Venezuela sur les fuites d'armes, et pas de discussion claire tant sur le plan judiciaire que sur le plan police, et notamment sur tout ce qui concerne les échanges d'individus qui ont commis des crimes avec Sainte-Lucie. Donc on a un vrai problème, c'est une passoire. Et cette passoire-là, armes et drogue, se fait sous fond de paupérisation sociale. Et donc quand ces trois éléments se conjuguent sur un territoire, c'est un cocktail très dangereux. Moi, je veux attirer l'attention de la population que si on laisse faire, il y a déjà des mouvements en Martinique qui protestent contre ça. Parce que les gens commencent, il y a eu une manifestation il y a à peu près 2 semaines, dans les rues de Bishop, à Sainte-Thérèse, où les gens se sont... Je ne cautionne pas ça, parce qu'il y a eu un peu de violence, notamment brûler les voitures. Je ne peux pas, en tant que responsable, cautionner ça. Mais quand même, l'ornier, mon quoi, tuer un frère moyen, un sœur moyen, un chemin, on finit par péter un plomb, quoi. Bon, il faut que les gens, et l'État, assument ses responsabilités. Je trouve que c'est pas assumé, et M. Darmanin et moi, nous devons nous rendre à Sainte-Lucie lors de sa visite pour trouver des meilleures solutions possibles. À situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Alors, mesures exceptionnelles, alors, il pourrait y avoir, il doit y avoir, c'est la question qu'on vous pose, Président, une collaboration, mettre en place une police intercaraïbe. Il faut aller très loin. La première chose, c'est que... Que préconisez-vous, justement, là-dessus? Malheureusement, tout ça, c'est géré à distance. Ouais. Toujours mon problème de la responsabilité. Et nous avons, au bout de 30 ans de combat, 30 ans, tu as entendu, 30 ans de combat, on va adhérer à la CARICOM. Et la Martinique sera membre, comme pays non indépendant, à la CARICOM, où on a le Suriname, le Trinidad, etc. Donc on peut travailler au sein de la Caraïbe comme responsable. 30 ans qu'à attendre pour adhérer. On a adhéré à l'OICS il y a 2012 à peu près. Donc cette coopération peut nous permettre d'être des acteurs, non pas des spectateurs de notre propre déchéance, quoi, sur le plan de la violence. Donc ça va être très important. Et deuxièmement, si l'État ne libère pas les pouvoirs et les moyens qu'il faut pour répondre à ces situations exceptionnelles, ça va pas tenir. Alors, on le sent donc dans vos propos, Président. Vous visez très clairement, vous le dites très clairement, il faut une révision donc institutionnelle donc de la Martinique. Il faut qu'on vous donne plus de pouvoir. Je vais être très clair sur cette... je suis pas indépendantiste. J'admire les vrais indépendantistes. J'ai vraiment beaucoup de respect des indépendantistes en Martinique, mais je ne suis pas indépendantiste. Je suis autonomiste. Je considère que nous devrions, sur tout ce qui concerne le destin de notre pays, assumer des responsabilités plus directement. On ne peut pas attendre une virgule, un décret, un mot, une loi, un texte venant de l'État. Je peux prendre 50 exemples que je connais bien de textes que j'attends depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 4 ans, de modification de texte. Un pays ne peut pas vivre au rythme du bon vouloir de l'extérieur à 8000 km, des gens qui ne sont pas imprégnés dans la dynamique que vous avez aujourd'hui. Donc je suis plutôt pour ça. Ça montre bien que l'appel de Fort-de-France, que nous avons signé en mai 2022, les 7 départements, régions, d'outre-mer, était véritablement quelque chose qui était très attendu et très nécessaire. Où on pose le problème, l'outre-mer n'est pas là que pour servir à la France d'espace de beauté océanique à 97% des surfaces maritimes françaises. On n'est pas là que pour ça. On n'est pas là pour être le décor, le phare de la France à 73% de la biodiversité française se trouve dans les pays d'outre-mer. On n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas là non plus pour les équilibres écologiques parce que nos océans et nos forêts en Guyane sont des puits carbone exceptionnels dans l'équilibre écologique, notamment liés aux mutations climatiques. On n'est pas là que pour ça.
Nous sommes là pour exister aussi et exister en tant que tels. Bon. Et à ce titre-là, je considère qu'il faut modifier ces rapports, rester dans la République, je répète, parce que mon cas dit beaucoup de choses là-dessus, être dans la République, mais avec des politiques publiques différenciées. Ça s'appelle un pouvoir normatif autonome, c'est-à-dire les règlements et les lois sont faites localement sur toutes les compétences qui nous concernent. Les compétences régaliennes restent pour l'État, ou les compétences santé ou sécurité, ça peut être des compétences partagées entre l'État. Je prends l'exemple de la santé, c'est lamentable. Heureusement qu'on a des guerriers médecins, des guerrières médecins ou des infirmières là-bas, parce que l'état de la santé là-bas, un personnel qui... Regardez ce qui se passe en Mayotte, pour l'eau. Bon, enfin bref, nous sommes véritablement dans une revendication totalement légitime. C'est une revendication. Je pense qu'il faut, je le dis souvent, je le répète, il faut arrêter de discuter, je t'aime moi non plus avec l'État. Il faut commencer à négocier parce que notre avenir en dépend. D'accord. Vous parlez donc d'Appel de Fort-de-France, donc cette organisation, donc ce collectif mis en place. Est-ce que vous pensez que les résultats, ils sont probants, ils sont là, ils vont se voir? Est-ce que les choses avancent? Dites-nous tout, Président. Alors, l'Appel de Fort-de-France, je m'excuse de modifier, mais de corriger, c'est pas une organisation. Oui. C'est un c'est une base de travail. Non, un cri de ras-le-bol. Ouais. Parce qu'il n'est pas question d'assujettir la Réunion à ce que veut la Martinique ou à ce que veut la Guyane, etc. Donc, on respecte tout le monde. Respect. Donc, nous avons dit simplement que ça ne va pas. Je le dis solennellement, mais aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui m'écoutent ici. Si on ne fait rien, dans 20 ans, on a 200 000 habitants. Dans 20-30 ans, on a 200 000 habitants. 256 000 certains, moins on a dit 200 000. Dont 60%, plus de 60 ans. Donc, c'est fini, terminé. Donc, est-ce que moi, les 4 ans que je veux passer, je veux me taire, je t'aime moi non plus, assimiler, aliéner dans un processus totalement républicain qui ignore la diversité et la différenciation, qui n'a pas cette culture-là. Vous allez à côté l'Espagne ou l'Italie ou ailleurs, il y a une culture de la décentralisation, il y a une culture de la responsabilité, il y a une culture de la régionalisation, où les choses se font à l'échelle du quartier, du village, de la commune, etc., sans pour cela que l'égalité soit remise en cause. L'Espagne, c'est un bon exemple, et l'Italie. Ben, la France, non. Vous restez droit dans vos bottes, flatteur d'un État qui vous ignore, et vous êtes content, et vous tapez sur la poitrine, j'existe. Mais non, pas qu'à exister. Un petit mot sur le comité interministériel donc, d'outre-mer, Président, parce que vous êtes sur plein de dossiers en même temps, hein, donc oui, vous avez plein de gens à voir ou que vous avez déjà vus, donc votre passage à Paris est essentiellement basé là-dessus, pour travailler, échanger et avancer. Je vais essayer d'être synthétique sur ça. Bon, en fait, l'appel de Fort-de-France a déclenché 2 processus. Le processus, premièrement, répondre aux attentes immédiates de la population. Parce que c'est très important de dire que nous voulons évoluer en termes de responsabilité, de respect de notre identité, de notre langue, on va parler tout à l'heure. Mais en même temps, qu'est-ce que vous apportez au quotidien? Qu'est-ce que de l'eau. Il faut qu'on en boit de l'eau. Et transport, beauté, déchets, etc. Bon, c'est quotidien. Donc, on s'est attaqué au quotidien, en partenariat avec l'État et le CIOM, qui est le comité interministériel de l'outre-mer. Bon, un mot encore un peu barbare, outre-mer. Donc, il y a des propositions que chaque région formule au pays. Guyane fait taille, Guadeloupe fait taille, Réunion fait taille, et Mayotte fait taille. Et on dit à l'État, voilà ce qu'on pense. L'État a fait ses propositions. Ça a duré 1 an de négociation. Ça s'est déroulé en juillet. Le CIOM, c'est le comité sous l'autorité directe de la Première ministre, a arrêté 72 propositions. Là-dedans, il y a à boire et à manger, mais c'est quand même correct. Je le répète, parce qu'il n'y a pas des choses transcendantes, mais il y a des choses intéressantes sur plusieurs points que je n'en ai pas le temps de vérifier ici, santé, logement, etc. Et ces 72 propositions arrêtées par l'État, au titre de ce comité, devront être mises en œuvre dès demain, avant le vote du budget de 2024, ainsi de suite, pour aller le plus loin possible sur les propositions hyper concrètes pour répondre au quotidien de la population. Vie chère, etc. Ça, c'est dedans. Mais il y a beaucoup de choses non retenues pour la Guyane. Et c'est légitime que la Guyane n'est pas content. Et il y a le bail qui n'est pas prêt pour nous. Moi, je ne suis pas content du tout. Quand on dit la loi Letchimy sur les divisions
est allongé de 10 ans. Ça devait se terminer en 2028, ce sera en 2038. Ok, bravo. Mais compte tenu qu'il y a, qu'est-ce qu'on a amélioré dans le texte? Rien du tout encore. Donc, on doit continuer à négocier. Quand on parle des ports, la gouvernance des ports, ça n'a pas été modifié. Si on veut monter un dispositif portuaire qui est tourné vers le développement interne et non pas l'import-export économie de comptoir, ce qu'il faut absolument réussir, autrement on sera en difficulté, c'est pas abouti. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'évolution institutionnelle qu'on a prévue, avec une réforme de la Constitution. Ce sont des termes un peu compliqués, institutionnels, Constitution, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Nous demandons à ce qu'on puisse faire des réformes en fonction des demandes de chaque région. La Martinique a demandé quelque chose de précis, la Guyane a demandé quelque chose de précis sur les responsabilités installées et les nouvelles relations institutionnelles avec l'État. Ce qui va conduire à une réforme de la Constitution. Bon. Donc nous sommes en train de batailler, après le fait qu'on ait imposé un SIOM, on est en train de batailler pour que notre réforme de la Martinique, la Guadeloupe, les différentes régions, mais plus particulièrement, je parle de la Martinique, soit dans la réforme constitutionnelle qui est prévue dans les temps qui viennent. C'est ce que Emmanuel Macron a annoncé, ce que M. Darmanin m'a annoncé aussi. Maintenant, il y a deux débats. Est-ce qu'on sera dans la réforme qui est prévue pour la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie, il y a un vote local en Nouvelle-Calédonie, donc il faut réformer le corps électoral, il faut passer par une réforme de la Constitution. Et ils veulent faire ça très très vite, vers décembre, janvier. Et est-ce qu'il y a une réforme en 2024 telle que nous le demandons? La réponse est oui. Bien sûr, il faut les 3/5. Parce que si vous n'avez pas les 3/5 des élus de l'Assemblée et du Sénat qui votent pour faire le congrès à Versailles, vous n'avez pas de possibilité de réformer la Constitution. Donc si ils obtiennent à la fois pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui est possible peut-être, mais aussi pour les autres réformes qui existent, dont l'Outre-mer, en 2024, ça me satisfait. Donc on est sur un combat pour cette réforme de la Constitution. Bien sûr, c'est une réforme de la Constitution, parce que par la suite, les possibilités d'y accéder, c'est le peuple qui décide, c'est pas moi. Parce que le peuple doit être consulté sur la base d'une loi organique qui va structurer, comme ça s'est passé le 27 juillet 2011 pour la dernière réforme de 2003, et donc le peuple devra trancher par consultation. D'accord, consultation, donc voilà, vote local. Référendum. Référendum local. Oui. D'accord. Très bien. Alors, on va. Alors, parmi ces nombreuses rencontres aussi, donc vous avez au programme, donc vous allez rencontrer donc la ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Europe, Madame Catherine Colonna. Qu'est-ce que vous allez échanger, discuter avec Madame la ministre? Alors, est-ce que il y a deux termes connus? Oui. La coopération. Coopération. On en parlait tout à l'heure, il y a quelques instants. Oui, d'accord. Alors, la coopération, c'est quoi? Ouais. On coopère, quoi. Je t'aime, tu m'aimes pas, on fait du sport, on fait de la culture, c'est déjà bien. On échange, quoi. On coopère. Ça n'a rien à voir avec le besoin fondamental d'exister dans notre bassin maritime transfrontalier. On ne peut pas que coopérer. En plus, vous n'avez aucun pouvoir sur la coopération. La loi que j'ai sortie, qui s'appelle la loi Letchimy aussi, sur la diplomatie territoriale, c'est le bon terme. Diplomatie territoriale. Est-ce que l'État, en France, aujourd'hui, était dans une dimension de transférer ses pouvoirs diplomatiques, notamment sur le volet économique, à ces pays-là? Réunion dans le bassin océan Indien, Guadeloupe, Martinique sur le bassin, pour prendre deux exemples, le bassin Atlantique-Caraïbe, et la Guyane sur l'Amazonie. Non, pas du tout. Quelques tonnes de carbone de type place, on vous utilise comme un décor, quoi, de la négociation et la discussion. Donc nous demandons qu'il y ait une diplomatie territoriale conformément au texte que j'ai sorti. Bien sûr, je pense qu'il faut une réforme de la Constitution là-dessus aussi pour donner plus de possibilités à un président de collectivité de Guyane de siéger dans une instance internationale de proximité, ce que nous avons commencé à faire, mais aussi pour négocier des matériaux. Je donne un exemple que Gabriel Serville. Y compris la matière première? Mais bien sûr, c'est exempt de Taïba. D'accord. Ouais. Donc vous pensez au pétrole comme moi? Ah, pétrole, mais pas seulement ça, c'est le bois aussi. Ouais. Et si vous voulez utiliser bois Guyane, vous êtes obligé d'acheter bois en Europe, il n'y a pas qui peut utiliser bois local là. Si vous voulez avoir les matières premières de base de construction, vous n'avez pas la possibilité d'importer là et de bénéficier de fonds pour diminuer le coût de l'importation, c'est-à-dire l'aide au fret. Donc vous êtes dans un milieu où vous voyez passer des navires qui vont à Bordeaux,
C'est le cas du guarana. Pour ceux qui connaissent le guarana, vous connaissez le guarana? Le guarana, c'est un soda brésilien. Ouais. Bon, ce soda brésilien les graines de guarana sortent du Brésil, et qu'il a les ivry, transformé. Il a transformé, il a réveillé bon. Ouais. Mais oublié qu'il a passé devant nous, quoi. Bon, c'est ridicule. Mais je m'en prends exemple là, mais ni titac exemple. Donc, on est vraiment dans le ridicule. Le coût écologique est terrible. Et deuxièmement, pour quelle raison ne pas faire de la Martinique, de la Guadeloupe, des plateformes de transition puissantes qui puissent faire venir des matières premières brutes qu'on n'a pas. On est tout petit, on n'a pas de matières premières. Et puis les transformer en terres européano-caribéennes et les exporter en Europe de la même manière qu'on a exporté rhum et banane. C'est parce qu'on a mis dans la tête des Martiniquais que c'est l'économie de comptoir qui compte. Pour ça, président, donc, il faut des structures, il faut des usines, il faut créer des emplois. Oui, c'est pour ça qu'en Martinique, on veut développer toute la zone de Jambette avec une nouvelle route. Ouais. Nous voulons faire une zone à Ducos du côté de Pays-Noyer. On veut faire une extension du port du Robert pour permettre de rayonner en connexion avec des bateaux qui vont chercher les matières premières au Brésil, notamment au Para, etc. On est vraiment dans une vraie dynamique. Donc, la question pour Mme Colonna, pour revenir à la préoccupation, c'est de dire à la ministre, clairement, nos intentions, signer une convention avec le Para, ça c'est très important pour nous, et terminer le soutien de notre adhésion à la CARICOM, ça va nous ouvrir un marché considérable, économiquement parlant, et confirmer et conforter notre retour de la France à la Banque de développement de la Caraïbe, parce qu'il faut qu'on ait des investisseurs qui viennent chez nous, et ne pas compter simplement sur les aides de l'État. Il faut démultiplier l'ingénierie financière. Et puis, nous avons voté en début d'année 2022 une loi sur la diplomatie territoriale Martinique. C'est la convention qui est liée à la loi que j'ai présentée, qui permet à une collectivité de faire une série de propositions au gouvernement, de négocier avec le gouvernement, afin que le gouvernement m'autorise à ne pas passer pour chaque geste que je fais par Paris. Donc, signer directement les accords internationaux. C'est ça l'objectif de la rencontre avec Mme Colonna. Alors, Madame Colonna, donc, réunion à venir, donc plein de sujets donc, qui sont sur la table. Vous avez le temps d'aborder tous ces sujets quand vous rencontrez une ministre ou un ministre Oui, bien sûr. Avec M. Darmanin, on a plusieurs sujets. Il faut simplement très bien connaître son dossier et être synthétique. D'accord. Il est prévu également une rencontre avec le ministère de la Transition écologique, M. Béchu, Christophe. Oui, là aussi, il y a plusieurs sujets, mais c'est autour de l'énergie. Ouais. Nous avons notre programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle une PPE, qui est en cours de révision. Donc, il faut absolument... Il s'agit de savoir comment on sort de l'énergie fossile. On est quand même à 80-90% dépendant de l'énergie fossile. C'est très important. Et à ce titre-là, on doit continuer les efforts pour que la Martinique devienne un modèle, un exemple. On est énormément captivé par la nouvelle possibilité de géothermie qui se présente à nous, notamment sur Anse d'Arlé et la montagne. On est en négociation pour avoir de la géothermie venant de la Dominique, mais c'est pas un sujet tabou en Martinique, la géothermie, quand on parle de géothermie. Non, au contraire, non. Je pense qu'il y a d'autres sujets un peu plus compliqués, notamment c'est les éoliennes qui sont sur les terres agricoles, par exemple, c'est un sujet plus compliqué, ou encore tout ce qui tourne autour de de l'énergie éolienne en mer, offshore. Donc ça, c'est des débats. Mais sur la question de la géothermie au sol, il n'y a pas de discussion. Mais il y a un autre sujet qui est très important, et que je le disais tout à l'heure, 80% de la biodiversité française se trouve dans les pays d'outre-mer, 73% exactement. Mais on nous a appris à être spectateurs de notre propre richesse. Donc, on est monde qui prend la richesse sur l'amont et qui a exploité, ça s'appelle des molécules, des richesses biologiques. Donc, on a fait un médicament bar, on a fait livrer par bateau bar pour venir et faire algan ou n'importe quoi. Et puis, remèdes là, qui peut être des remèdes bocailles, considérés aujourd'hui comme en folklore, mais ce qui n'est pas tout à fait le cas, et qui est transformé en médicament, cette possibilité nous échappe. On n'a pas les avantages positifs du protocole de Nagoya. Et donc, c'est l'accès aux richesses biologiques. Et donc, on a fait voter 2 textes. Claude Lise avait, dès la LOM de 2000, la loi de l'orientation de l'outre-mer de 2000, fait voter un principe de pouvoir intervenir en tant qu'autorité sur les richesses maritimes. Bon, ça n'a jamais été appliqué. Ça s'appelle l'article 37 de la LOM, de la loi d'orientation pour l'outre-mer. Ça n'a jamais été appliqué. Entre 2000 et maintenant, il y a combien ? Oui, 23 ans. 23 ans.
qu'un texte fait déclaré pour tomber. 23 ans. Et on me demande de rester dans le même modèle. Et deuxième texte, c'est le texte, j'avais un amendement que j'avais présenté avec Ségolène Royal à l'Assemblée nationale, où on doit désormais passer par la Martinique en tant qu'autorité administrative, non pas par le ministre. La loi prévoit ça pour que quelqu'un qui vient pour exploiter une richesse chez nous, en Atoumou, en bail comme ça, pour transformer ça en médicament, passe par une autorisation de la collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, on passe pourquoi? Par l'ARS? Non, ou pas personne. Ou pas personne, il va passer même pas. Il va passer par le ministre là. D'accord. Donc c'est le ministre là qui est à Paris, qui a décidé, ça qu'a fait, quoi. Et, ou même où là, qu'on était ou quoi exécuter, quoi. Bon, c'est pas. Ce que je dis là, c'est une image, mais qui blesse, quoi. Qui vous blesse profondément, qui vous humilie. Cette humiliation commence à devenir quelque chose que j'ai besoin d'expurger. Je ne sais pas si c'est un centre d'intérêt pour vous, mais moi, j'ai un peu honte de ce qu'aujourd'hui, qu'on a comme rapport entre la France et nous-mêmes. Comme si on était des exécutants, un terme créole plus qualifié, comme des tébés, quoi, et non comme acteurs, au seul élément doctrinal de prédilection, que c'est l'indivisibilité de la nation. Tout le monde, y compris Président, j'ai envie de le dire sous une autre forme, parce que ça fait longtemps que vous êtes au pouvoir et que vous connaissez donc les rouages et le fonctionnement donc, de l'État. On l'a été, on ne doit plus l'être. C'est fini. Il faut arrêter ça. Si les peuples d'outre-mer ne font pas arrêter ça, n'exigent pas qu'on arrête ça, on ne sera qu'un bijou extérieur de l'État, et un ensoleillement quelconque, une expression diplomatique de la puissance de la France, sans retour, sans ristourne, sans rien du tout, et on ira petit à petit dans une extinction progressive de la population, et on ne servira pas à grand-chose. Pour l'instant, on ne permet à la France que d'être en deuxième rang après les États-Unis en termes de richesse océanique. Très bien, et de rayonner à travers le monde avec ça, avec nous. Alors, question également que vous pourriez poser également donc, au ministre de la transition écologique Béchu. Est-ce que c'est de son pouvoir? On en parle beaucoup. Alors, un peu moins cette année parce qu'on a eu un peu moins sur les côtes martiniquaises, mais les sargasses, oui, le chlordécone. Mais je n'ai pas attendu de voir Béchu pour parler, parce que la tendance est de dire on attend que le ministre décide. Oui, mais on a l'impression que les ministres passent, mais rien ne change, président. C'est un peu ça. Non, mais c'est pas que ça. Il ne faut pas mettre ça sur le dos des ministres, il faut mettre ça sur notre propre dos. Parce qu'on respire qu'à partir du ministre qui a respiré. Bon, pas besoin, mais respirer parce qu'un ministre respirait. Donc, on a pris une décision localement. On a créé un groupement d'intérêt public local. C'est un outil spécialement dédié au traitement des sargasses, avec recherche, identification, météorologie, organisation de la collecte unitaire, parce qu'aujourd'hui, c'est chaque commune qui a des fonds de goyot. Donc, ça paraît pas correct. En plus, on dépense beaucoup d'argent. Et deuxièmement, quels sont les traitements qu'on peut avoir? On peut trouver un traitement pour arrêter ce système? Non, arrêter, ce serait très prétentieux. On ne sait pas du tout scientifiquement exactement les niveaux de formation et les process de formation. Même après quelques années d'études. On parle de l'Amazonie, on parle de l'Amazonie. Oui. Donc ça, il faut le savoir. Mais deuxièmement, il faut améliorer la météo. C'est concernant un vent et puis un cyclone. Mais pourquoi alors, depuis quelques années, pareil, Président, depuis quelques années qu'on vit avec ces phénomènes, on n'a pas une vraie étude, il n'y a pas une vraie demande de la France pour qu'on puisse définir la provenance de ces algues toxiques qui viennent polluer toutes nos côtes. Il y a des études. Une population entière. C'est un sujet scientifique compliqué. Donc il y a des scientifiques. Dans Guadeloupe, il y a un colloque sur l'autorité d'Harry, Chalus, et il y a un travail qui est fait sur le plan international. Il faut l'amplifier. C'est d'ailleurs un des sujets que je vais aborder avec la ministre des Affaires étrangères. Mais bon, ça avance. Mais pour l'instant, on nie, quoi, sur refait pays. Parce que pendant qu'on fait études, il y a avancé en l'air. Vous avez vu Shelcher récemment, c'était assez inouï, parce que c'est pas sur toute la Martinique, c'est une partie de la Martinique. Mais Shelcher n'avait jamais connu ça. Donc nous avons pris des responsabilités pour le ramassage, pour la collecte, pour la météo. On a fait ça avec l'État, l'État local. Bon. Et deuxièmement, surtout sur des recherches sur l'usage qu'on peut faire. C'est pas seulement recherche sur la cassoti, quel usage on peut faire. Il y a des expériences qui sont menées, par exemple au Mexique, où on fait des briques avec. Ouais. Il y a d'autres où on fait des médicaments, il y a d'autres où on fait des engrais. Il faut dépolluer ici. Parce que, donc, on est en situation, donc on installe le GIP qui est déjà acté, et en septembre, pour être en action directement. Ce sera le premier outil créé en Outre-mer. Très
Très bien. Le classement de la montagne Pelée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un sujet que vous pourriez aborder avec M. Béchu? Pas seulement avec M. Béchu, on va travailler avec lui parce que c'est le ministère qui est chargé de ce type de dossier. Ouais. Et on travaille avec l'ensemble des ambassadeurs qui siègent à l'UNESCO. Nous avons une réunion mardi soir, c'est-à-dire demain, avec l'ensemble de ces ambassadeurs d'Argentine, d'Afrique ou ailleurs. Et on va leur présenter quelques éléments du projet parce que autour du 2022, l'UNESCO se réunit à Riyad, en Arabie Saoudite. J'y serai pour défendre la Martinique. Et ça nous permet de faire aboutir un projet qui a commencé en 2012, 2011, de mémoire. Et l'ensemble des équipes, y compris l'équipe d'Alfred Marie-Jeanne, on a continué ce boulot-là pour faire que la montagne Pelée soit reconnue comme... c'est déjà reconnu comme élément de biosphère et que ce soit reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de son histoire, de sa beauté, de sa géologie, de sa biodiversité. Ce travail-là a commencé. Je suis à Paris aussi pour cela. Pour ça. Donc, décision finale? La décision finale se fera autour du 22, je crois, de mémoire, à Riyad. On saura si c'est accepté ou si c'est... Il n'y a pas de refus. Hein. Donc, dans les étapes, il y a l'acceptation donc, à Riyad en Arabie Saoudite, et puis après, il y a une autre commission? Non, si c'est accepté, c'est accepté. C'est accepté. Si c'est reporté, et pas refusé, parce qu'il n'y a pas de refus pour l'instant, d'accord. Il n'y a pas de proposition de refus, donc ce sera reporté. Mais nous faisons tout, on se bat pour essayer de gagner le combat. Au premier passage. Ouais. Voilà, pour pas qu'il y ait de redoublement. Alors, Président, je voudrais revenir avec vous, puisque j'ai encore 2 sujets à aborder. On sait que le temps passerait très vite. Voilà, un sujet qui a été, on l'a vu sur les réseaux sociaux, vous avez été décrié par moments, et puis par d'autres, il y a plein de gens qui abondent dans votre sens. Le créole doit-il devenir la langue officielle? On doit l'enseigner partout, chez nous. Il doit être considéré comme la langue officielle du territoire. Mais maintenant, on va poser ma question en français. Moi, je taquine. Hein. Oui. Non, là, c'est en langue. Ouais. Il faut surtout... Est-ce qu'il faut que nous exprimons-nous en créole à présent, toute institution française? Voilà. Expliquez-nous en créole et en français. Oui. Pour moi, ça m'a dit, c'est que nous avons une langue officielle, qui est le français. Il ne faut pas rejeter. Il faut garder le français. Parce que tout le monde est capable de français, quoi. Voilà. Et puis, nous avons une deuxième langue qui est considérée une sorte de français déformé. En bagaille. En patois, quoi. En bagaille marginal. Ouais. Bon. C'est pas vrai du tout. Et c'est en langue qui, depuis des décennies, qui a structure école, et puis en syntaxe, et puis en structure grammaticale qui émane de la structure grammaticale et syntaxique de l'Afrique, avec un usage de mots empruntés au français. C'est une création. Ça vient à la fois de profond de notre personnalité, de nos personnes, de nos souffrances, de nos histoires. Et c'est depuis des années, les gens ne savent pas ça. Ça, je veux leur dire. Des progrès considérables ont été faits grâce à Confiant, grâce à Patrick Chamazo. Il y a un troisième, je ne veux pas l'oublier, mais il reviendra tout à l'heure, sur... Glissant, hein? Non, il n'y a pas Glissant, il a revenu tout à l'heure. Et Bernabé. Oui. Joby Bernabé, oui. Non, pas Joby, non, Bernabé. Le créoliste Bernabé, Jean Bernabé. Et ces gars, mais pas que. Il y a beaucoup de personnes en Martinique qui ont énormément travaillé sur la construction de la grammaire créole, sur l'évolution même de la langue, et qui font aujourd'hui que vous avez une licence créole, vous pas dire ça, ou ni un master créole à l'université, ou ni un doctorat créole, et on y a un CAPES créole. Bon. Alors, je savais jusqu'au bac. Maintenant, ça a d'autres évolutions. Mais c'est ça qui est important. Nous avons tout ça. Mais si on a tout ça à l'université UA, c'est pas... On peut aimer, ne pas aimer Confiant, bien et pas bien, puis ou d'autres qui sont là, je cite ces noms, mais au Patrick, au Bernabé, au Prudent, etc. Non, mais c'est une réalité, ça fait des progrès énormes. Bon. De quel droit la France considère qu'il n'y a qu'une seule langue officielle? Simplement parce que en Europe, la France est bonne à part. Tous ces pays-là, notamment l'Espagne et l'Italie, ils connaissent les langues régionales. Ils ont validé la charte
européenne des langues dites régionales. Il a validé. Aujourd'hui, la France rentrera dans un process qui n'est une seule langue et pas qu'à sortir de ça. Et d'ailleurs, c'est un combat et que beaucoup de pays qui ont mené, comme la Corse, je vais profiter pour rendre un hommage à Gilles Simeoni et aux Corses qui ont goumé pour ça. Bon. C'est un combat aussi qui menait dans certaines régions des Pyrénées orientales, notamment autour du catalan. Récemment, en mars 2023, la France fait un recours par préfet et puis le tribunal administratif de Montpellier. Il fait un recours pour casser possibilité d'utiliser le catalan dans des débats et politiques dans les conseils municipaux. Et vous savez, il fait référence, et c'est incroyable, il fait référence à 2 textes en ordonnance du 25/8/1539, c'est-à-dire il y a 450 ans. La base du jugement, c'est ça, cette référence, à un texte à dater de 450 ans. Et puis il fait référence, bien sûr, à la Constitution de 58 pour pouvoir casser ce processus. Donc, nous avons fait comme on l'a annoncé, on ne discute pas, on négocie, et au-delà même de la négociation, nous prenons des actes de marronnage. D'accord. Tout ce que vous avez envoyé, vous avez envoyé votre voyez en lettre en créole quand même. Une demande en créole. Et puis, en quoi ça que j'ai envoyé? Oui, non, mais ça veut dire que tu peux faire en créole et puis en français, parce qu'on dit que... Mais pourquoi vous mettez quand même des... Parce que c'est en blessure pour... Comment non, mais président, on finit de nous que nous n'y en langue officielle et puis nous n'y en deuxième. Oui, et puis nous n'y en deuxième qu'il faut nous déclarer. Bon, plus respectueux que ça. Oui. M'envoyer en français. Oui. Et m'envoyer en créole. D'accord. Bon, les deux. Oui. Bon. Parce que... Mais c'est important, ça, Makadi, nous décider pour il y a des actes de marronnage. On va plus loin de dissidence. Parce que tant ou pas rétablir l'autre rapport de force avec l'État, moi, je n'ai pas les rapports de force, armes, violence, etc. Mais rapport de force là, je établi. Et puis, c'est un rapport de force intellectuel, un rapport de force de proposition politique, de posture politique, de courage, de détermination. Arrêtez d'être comme ça, oui, voilà, c'est bon, viens m'aider, si tu ne m'aides pas, je pleure. Ça suffit. Ouais. Donc on a décidé ça, ils vont nous emmener au tribunal administratif. C'est responsabilité préférable qui a fait travailler, et qui a mené mon tribunal. On ira plus loin. Je vais créer un groupement d'intérêt public aussi pour le créole bientôt, de telle sorte qu'on puisse continuer à bosser, et on fera des recours, on ira devant la Cour de justice européenne, mais cette bataille est engagée. Est-ce que, alors, question que je vous pose, Président, est-ce que aussi pour l'État français, l'acceptation ou la validation donc, de cette langue créole, c'est pas aussi ouvrir une fenêtre à des négociations, voire même peut-être, pourquoi pas, pousser le bouchon un peu plus loin, une indépendance? Non, absolument pas. Ça n'a absolument rien à voir. Et vraiment, c'est, à mon avis, je m'excuse, mais ceux qui posent cette équation de cette manière-là, et ça va pas du tout. C'est pas en langue qu'il faut devenir indépendant. C'est un acte précis de revendication qui est posé, même sous compagnie que français, quoi. Ça arrive. Non, je pense que la beauté du geste que l'État devrait adopter, c'est pas seulement pour la Martinique, c'est pour l'ensemble des langues, du catalan, du basque, de la langue corse, et nous menons le même combat. Il n'y a jamais eu, compte tenu de la force murale, l'emprisonnement carcéral du système français qui ignore le particulier et la différence, il n'y a rien de pire que d'être obligé à agir sur la violence. Moi, je ne veux pas de ça. Je pense que la méthode que je positionne, ne pas faire de concessions, discuter et dialoguer. Et là, jusqu'à présent, on a plus ou moins gagné, puisque les réponses sont là. Le SIOM s'est réuni. Ouais. Si la réforme constitutionnelle se fait en 2024, eh bien, ce sera un pavé incroyable. Et si nous acceptons de réorienter l'économie en reconnaissant nos propres richesses culturelles, mais aussi écologiques et maritimes et biologiques, là, on aura franchi un pas, parce qu'on est trop assujetti à un bien-être qui est lié à l'égalité et qui est factice. Le jour que ça disparaît, on vous coupe le robinet de l'eau, vous êtes mort. Donc, il faut se préparer à une résidence qui soit personnelle, qui soit chez nous. Qu'est-ce que vous répondez donc justement à ces Martiniquaises et Martiniquais, un petit peu réfractaires, qui disent oui, mais président, il faut y occuper quand il dit d'autres bagailles et pas forcément donc de
voilà. Ouais, j'entends et je respecte. Ouais. C'est justement, il faut l'expliquer. On fait les deux. Mais je comprends que les gens puissent dire. J'ai entendu une autre remarque qui me disait oui, en 1962, Césaire t'a dit que langue c'est une langue minoritaire, c'est une mauvaise langue. Il y a une petite vidéo qui circule. Je leur dirais aussi. Il y a pas de vidéo à ce sujet. Hein, oui, tant mieux. Bon, tant mieux. C'est le débat. Je suis tout content. Ouais. Même y compris les opposants. Je trouve que les opposants méritent du respect. Vous savez pour quelle raison? Parce que, premièrement, il faut respecter... Ça crée le débat. Oui, ça crée le débat. Les gens qui pensent autrement à 100%, il faut les respecter. C'est pas parce que mon pensé contre ou... Il faut que je lui jette. C'est pas bon, ça. Mais en même temps, il y a une bonne partie où les gens raisonnent parce qu'on les a tellement aliénés. On leur a tellement mis le masque de l'inexistence en tant qu'être dans sa propre histoire et dans sa propre culture. Et on les a tellement demandé de fermer la bouche, on coupe le robinet de l'égalité. C'est un peu ça. Qu'ils ne savent pas du tout. Et quand on découvre, comme tout à l'heure, qu'il y a des processus de formation depuis 60 ans qui ont évolué au cours des dernières années, mais depuis très très longtemps, qui ont créé une sémantique, une sémiologie, une organisation du vocabulaire des mots, donnant un sens précis à la relation de la vie, c'est ça, cette langue, qui va agrandir le peuple. Et qui ne va pas obligatoirement, au contraire, ça peut... Aucune langue ne peut rester vivante si la langue n'est pas nourrie par d'autres langues. La langue française va finir par... C'est tiolé, quoi. Donc le créole, à la limite, j'ai envie de dire, peut venir aussi en syntaxe au service de la langue française, au bénéfice de la langue française. Quand vous lisez Chamoiseau, vous avez beaucoup de termes créolophones introduits dans le texte. Quand vous lisez Confiant, pareil. Donc vous avez des gens qui ont vraiment une capacité de créativité d'un futur, mais comme l'imaginaire postcolonial ne veut pas changer de paradigme du tout, ça les emmerde, ça les fatigue, parce que, bon, c'est à distance. On nous paye un loyer de 22 milliards d'euros et puis c'est fini. Donc ça, c'est un combat vital. Vital. Mettez-moi au tribunal si vous voulez, m'en parlez pour ça, pas de problème. Ça, je m'attends qu'en fait, la politique, c'est pas pour faire que de la gestion. Les gens qui me disent, faites gérer le quotidien des trottoirs et des caniveaux et ceci, cela, ou des choses, je le fais tous les jours. De 8h du matin à 11h tous les jours, il y a que ça en fait. Bon. Ouais. Donc, si c'est que pour ça, ok. Mais au moins, il faut absolument transcender. Et j'espère laisser aux Martiniquais l'image d'avoir mené quelques conquêtes précieuses pour notre personnalité. Très bien. Alors, Président, j'ai peut-être deux questions encore à vous poser avant de terminer cette interview. En tout cas, en vous remerciant une fois de plus de nous accorder ces quelques instants précieux de votre passage ici à Paris. Alors, quand on voit un petit peu géopolitiquement comment ça bouge en Afrique, le Niger, le Mali, est-ce que ce sont des situations qui vous interpellent ou ça vous dites que bon, voilà, c'est de l'autre côté, mais ça n'arrivera jamais chez nous, ou alors on est soucieux de ce qui se passe là-bas? Moi, je suis très, très inquiet. Très inquiet. Et pourquoi? Parce que là encore, je pense qu'il fallait très vite. J'ai posé certaines questions à l'Assemblée nationale sur les relations entre l'Afrique et la France, notamment sur la monnaie, le franc CFA, bon, qui est une monnaie de dépendance. Bon, c'est clair. Oui. Vous tenez par tout un peuple, tout un continent, par la non-maîtrise et la non-exploitation de l'ingénierie financière et de la monnaie qui définit les éléments structurels et de la capacité d'optimiser ses forces, ses richesses et ses moyens. C'est ça une monnaie. Bon. Et que la France continue à émettre pour des pays sous des conditions qu'on connaît, qui sont souvent citées, c'est inacceptable. Ouais. C'est inacceptable. Bon, je suis aussi inquiet du niveau de dépendance de certains chefs d'État par rapport à la diplomatie européenne et française. Bon. Et les collusions me semblent extrêmement importantes. Et la troisième chose, c'est que cette nouvelle posture après les décolonisations se construit sur la base d'exploitation de gisements miniers qui se trouvent en Afrique. Bon. Donc si la France n'opte pas pour une autre posture d'accompagner, et l'Europe bien sûr, les pays africains dans un développement endogène, on aura deux conséquences. Premièrement, ce qui se passe là, au Niger ou ailleurs, où la France sera rejetée, et deuxièmement, un flux de personnes venant d'Afrique qui sera beaucoup plus important demain. Bon. Et ça, vous savez, je trouve que l'immigration a bon dos dans toutes les difficultés.
ça s'accompagne de discrimination et de racisme. Donc, je suis très vigilant sur le sort des immigrés qui vivent ici. Mais en même temps, il faut savoir que l'Afrique, c'est 2,5 milliards d'habitants dans quelques temps, alors que l'Europe va se diminuer. Donc, ce mélange de peuples est irréversible. C'est irréversible. Et dans ce cadre-là, je pense qu'un développement intelligent en termes de diplomatie économique, où les prédateurs économiques sont contrôlés avec des démocraties qui sont stables et qui ne sont pas dépendants ni par la monnaie, ni par les obédiences quelconques d'un chef d'État français ou allemand ou anglais, ça me semble le bon cheminement. Très bien. Et puis, alors pour terminer, Président, je voulais que vous nous fassiez un petit peu rêver les grands chantiers de la CTM. On a parlé de travaux tout à l'heure, mais des grands chantiers qui pourraient arriver là dans 2-3 ans, donc peut-être avant la fin de la mandature. Il y en a beaucoup. Le problème, c'est très compliqué de les réaliser. Parmi les principaux? Ah non, je vous donne quelques exemples. La Martinique aura un conservatoire de musique et d'art en 2024. Ce sera au lycée Schellcher, dans le fronton du lycée Schellcher. Ce sera livré. Nous avons engagé des opérations économiques retenues par l'OCIOM, notamment des zones franches portuaires. Je prends des exemples comme ça. Des zones franches portuaires et des zones franches nouvelles activités. Ce sera au Robert, parce qu'il y aura un nouveau port au Robert, et il y aura un nouveau port, une extension du port de Fort-de-France, et une zone d'activité d'environ 100 hectares du côté de Ducos pour l'import-transformation. Et pas seulement faire de l'exportation de bananes et d'importer des choses qu'on consomme. Je prends ces deux exemples. Nous avons aussi une route, parce que deux routes, une route maritime que nous devons ouvrir, des connexions maritimes beaucoup plus puissantes. C'est David Zobda qui travaille sur ça, pour relier Prêcheur à Fort-de-France et le plus long possible le sud à Fort-de-France, au Lamentin, pour cette connexion. Nous avons aussi une route de développement économique majeure que nous voulons faire pour doubler l'autoroute. Au lieu d'aller abîmer la nature au milieu de la Martinique, parce que des routes de désenclavement, on peut en faire beaucoup, on a préféré dire comment on peut doubler l'autoroute de la Martinique, de telle sorte qu'on relie les deux ports, Robert et Fort-de-France, le long de la zone, en reliant aussi Brassy-Lorraine et Carrère. Si on réussit cette infrastructure, c'est un projet majeur, c'est le projet majeur, 200-300 millions d'euros. Ça pourrait nous permettre de donner un gros ballon économique à la Martinique et de transformer les données. Et puis, bien sûr, nous avons aussi beaucoup d'actions de proximité sur l'énergie, où on aide socialement beaucoup les gens, sur le retour des jeunes de France, mais aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a créé la Maison du Retour, pour accueillir les jeunes qui viennent de France ou d'ailleurs, pour les installer, et à partir du moment que les gens, soit une création d'activité ou soit un emploi, mais aussi fixer les jeunes qui sont sur place localement, de telle sorte qu'on puisse arrêter la chute démographique. Je vais rapidement donner quelques exemples, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, juste une dernière question. Est-ce qu'on pourrait voir un jour, je ne sais pas, sous votre mandature ou peut-être après, une continuité entre Grand-Rivière et Prêcheur de l'autre côté pour un petit peu délester les routes qui mènent vers Fort-de-France? Oui, je pose la question. Non, on a prévu une liaison maritime. D'accord. Mais pas terrestre. Si on fait terrestre, on va détruire la partie en amont, au nord plutôt de la montagne Pelée, en haut du Prêcheur. Ça peut être très dommageable à la nature. Personnellement, j'ai beaucoup hésité pour mettre ça dans mon projet de mandature, mais je ne l'ai pas mis en fin de compte. Je préfère une liaison maritime. C'est possible, avec des bateaux spécialisés, entre Grand-Rivière et Prêcheur. Et bien sûr, ça permettra, avec cette petite navette, de ramener du monde et aller beaucoup plus vite vers Fort-de-France. Faudrait-il encore qu'on réussisse le transport maritime. Très bien. Merci beaucoup, Président Serge Letchimy, d'être venu dans cette émission Les Invités de Mike. Bon retour, et puis merci encore d'avoir choisi Télé Antilles pour venir vous exprimer et nous donner donc les nouvelles du pays. Alors, il y a plein de questions, bien sûr. On n'a pas tout abordé, mais il y a plein... Vous reviendrez, vous êtes souvent à l'Hexagone, donc vous reviendrez. Si vous m'invitez, oui. Oui, avec grand plaisir. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Merci à Peggy Ladéon pour ces belles images. Et on vous donne rendez-vous très vite sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike avec d'autres invités et personnalités. À très vite. In